La personne que tu seras dans exactement 30 jours est en train de se décider maintenant, à l'instant précis où tu entends ces mots. Pas dans 10 ans. Pas quand tu auras plus de temps, plus d'argent, plus de courage. Maintenant. Et voici ce qui devrait te troubler. Cette décision ne se jouera pas dans un moment grandiose. Elle se jouera demain matin, en silence, à travers 3 petites actions presque ridicules. 3 habitudes quotidiennes. Rien de spectaculaire. Rien qui impressionnerait personne. Pourtant, elles ont reconstruit plus de vie que tous les coups de chance réunis. Reste jusqu'au bout, surtout pour la 3e. Parce que c'est celle que presque tout le monde refuse. Regarde comment commence une journée ordinaire pour l'immense majorité des gens. L'alarme sonne. La main cherche le téléphone avant même que les yeux soient vraiment ouverts. En moins de 60 secondes, l'esprit est déjà rempli. Messages, nouvelles, notifications, fausses urgences. Le cerveau n'a même pas eu le temps de s'éveiller qu'on l'a déjà branché sur la vie des autres. La journée démarre en mode réaction, et elle ne le quittera plus. 30 jours passent. Puis 30 autres. Et un soir, sans qu'on sache vraiment comment, on réalise que ce mois-ci ressemble étrangement au mois de mai, que cette année ressemble étrangement à l'année dernière, et que les rêves sont restés à la même place, comme des meubles qu'on déplace dans sa tête sans jamais les installer dans le monde réel. Tu connais cette sensation. Ce petit poids sourd, le dimanche soir, quand la semaine se referme sur toi comme une porte. Cette promesse que tu t'es faite tellement de fois, cette fois, je m'y mets. Et le mardi suivant, tout était redevenu comme avant. Ce n'est pas un problème de volonté. Ce n'est même pas un problème de talent. C'est un problème de direction. Et c'est précisément ici que commence l'histoire la plus importante que tu entendras aujourd'hui. Dans les années 50, un animateur de radio américain, un homme curieux, obsédé par une seule question, pourquoi certains réussissent presque tout ce qu'ils entreprennent pendant que d'autres, tout aussi doués, piétinent toute leur vie, s'apprêtent à partir plusieurs semaines en voyage. Ses collaborateurs lui demandent d'enregistrer un message qu'ils pourront écouter en son absence. Assis seul dans son studio, tard dans la nuit, il parle dans le micro, simplement, ce qu'il a mis des années à comprendre. L'enregistrement circule. Puis il circule hors de l'entreprise. Puis à travers tout le pays. Il se vend à un nombre d'exemplaires que personne n'aurait cru possible pour un simple disque parlé. Son nom était Earl Nightingale. Et la totalité de sa découverte tenait en une idée si simple qu'on la manque quand on la lit trop vite. Ta vie finit toujours par ressembler à tes pensées dominantes. Pas à tes souhaits. Pas à tes intentions du 1er janvier. À tes pensées dominantes. Celles qui tournent en boucle quand tu conduis, quand tu t'ennuies, quand tu poses ta tête sur l'oreiller. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Le plus surprenant, c'est que cette idée était connue depuis très longtemps. Au tout début du XXe siècle, un modeste employé anglais, un homme discret nommé James Allen, l'a résumé dans une image que tu ne vas plus jamais oublier. Il expliquait, en substance, que l'esprit ressemble à un jardin. Si tu ne choisis pas délibérément ce que tu y plantes, il ne reste pas vide. Jamais. Il se remplit tout seul. De mauvaises herbes. De peur, d'irritation, de comparaison, de souvenirs qui traînent. Un jardin abandonné n'est pas un jardin neutre, c'est un jardin occupé. Maintenant, pose-toi la question que presque personne ne se pose. Qui ouvre la porte de ton jardin, chaque matin, en premier? Toi. Ou le premier écran qui émet un son. La plupart des gens ignorent complètement cela. Le cerveau humain possède un réglage d'usine redoutable, le pilote automatique. Tu l'as déjà expérimenté cette semaine. Tu as conduit quelque part, et arrivé à destination, tu ne te souviens de rien du trajet. Ton corps a conduit. Ton esprit était ailleurs. Ce mécanisme est un miracle d'économie d'énergie, mais il a un prix terrifiant. Tout ce qui se répète finit par devenir automatique. Y compris une vie entière. Voilà pourquoi certaines personnes ne vivent pas 60 ans. Elles vivent une seule année, puis la répètent 60 fois, en changeant seulement la décoration. Pourtant, il existe une poignée de gens qui échappent à ce mécanisme. Pas parce qu'ils sont plus intelligents. Pas parce qu'ils ont plus de chance. À la même époque, un jeune journaliste obtient l'interview de l'un des hommes les plus riches de son temps, le géant de l'acier Andrew Carnegie. L'entretien devait durer 3 heures. Il dure 3 jours. À la fin, le vieil industriel propose au jeune homme un pari étrange. Consacre 20 ans de ta vie à interviewer des centaines de personnes exceptionnellement accomplies, sans salaire, et je t'ouvre leurs portes. Le journaliste, Napoléon Hill, accepte. 2 décennies plus tard, après des centaines de rencontres, il déclare avoir trouvé le point commun de tous ces hommes et de toutes ces femmes, et il tient en une phrase. Chacun d'eux savait exactement où il allait, et l'avait couché par écrit. Pas dans sa tête. Sur du papier. Ce que très peu de personnes comprennent, c'est que l'esprit humain ressemble à un navire. Donne-lui un port, même modeste, et traversée après traversée, il avance. Ne lui donne rien,
Et même avec le meilleur équipage du monde, ils tournent en rond jusqu'à épuisement du carburant. Imagine maintenant 2 navires qui quittent le même quai un beau matin. Même coque, même voile, même applaudissement de la foule. Le premier a une destination écrite sur une carte. Le second part avec cette seule consigne. On va voir. 10 ans plus tard, le premier a la coque usée par 1000 voyages précis. Le second flotte quelque part, ou gîte échoué sur un banc de sable, et son capitaine explique à quiconque veut l'entendre que la chance n'était pas de son côté. Voici la vérité brutale. La chance a visité les 2 navires. Le vent a soufflé sur les 2. La différence n'a jamais été le vent. C'était la carte. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Tu te dis peut-être, très bien, je veux une carte, je veux changer. Mais tu as déjà essayé. Tu as déjà fait des résolutions magnifiques, et elles sont mortes en silence vers le 10e jour. Voici ce que les vendeurs de méthodes ne te diront jamais. Le changement ne meurt jamais le premier jour. Il meurt au jour 9, au jour 11, quand l'enthousiasme s'évapore et qu'aucun résultat visible n'existe encore pour justifier l'effort. Un vieux récit du bout du monde raconte qu'un fermier plante un pied de bambou. Il l'arrose chaque jour. La première année, rien. La deuxième, rien. La troisième, rien, et ses voisins commencent à sourire. La quatrième, toujours rien, et on le prend pour un fou qui arrose une terre morte. Puis, dans la 5e année, en quelques semaines, ce bambou s'élance à plus de 20 mètres au-dessus de la terre. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé pendant ces 4 années? Le bambou ne dormait pas. Il construisait sous la surface le système de racines capable de porter une ascension que personne n'avait vu venir. Tes 30 jours fonctionnent exactement pareil. Chaque jour où rien ne se voit, tout se construit. Et si tu doutes de la puissance du petit répété, écoute cette expérience mentale. Suppose qu'on te propose 1 centime qui double de valeur chaque jour. Le premier jour, tu possèdes 1 centime. Le 5e, 16 centimes. Le 10e, environ 5 pièces. Le 20e, à peine quelques milliers. La tentation d'abandonner serait écrasante. Mais poursuis le calcul jusqu'au bout. Le 30e jour, ce petit centime têtu dépasse 5 millions. L'essentiel de la fortune s'est produit dans les derniers jours d'une série qui, pendant 20 jours, n'avait l'air de rien. Ton esprit se capitalise à l'identique. Le véritable secret est ailleurs que dans l'ampleur des gestes, il est dans la fidélité du geste. Alors, 30 jours. Pourquoi ce nombre? Parce que c'est l'unité de temps parfaite pour tromper le découragement. Assez court pour que ton esprit accepte le défi. Assez long pour que les racines percent la surface. Et pourquoi 3 habitudes, pas 12? Parce qu'un couteau ne coupe qu'en un seul endroit, la lame. Concentre 12 changements sur 30 jours et tu auras 12 abandons. Concentre en 3 et tu auras 3 racines profondes. Ce qui change une vie n'est jamais la quantité des promesses. C'est la répétition tenace de quelques-unes. Voici la première habitude. Elle tient en une phrase. Reprends possession de ta première heure de la journée. Pas de la journée entière. De la première heure. Celle où ton esprit, à peine sorti du sommeil, est encore poreux, influençable, grand ouvert, exactement comme une terre fraîchement labourée. Ce que tu y verses à cet instant, tu en récolteras l'écho jusqu'au soir. La plupart des gens y versent des notifications. Toi, tu vas y verser autre chose. Nous verrons exactement quoi dans un instant. La deuxième habitude paraît tellement modeste que tu seras tenté de la sous-estimer. Écrire, chaque jour, une page à la main. Pas sur un écran. À la main. Jim Rohn, ce jeune homme de l'Amérique rurale qui, à 25 ans, collectionnait les dettes et les excuses, racontait qu'un seul conseil de son mentor avait tout déclenché. Arrête de travailler uniquement sur ton emploi et commence à travailler sur toi-même, parce que ta vie s'ajuste toujours à ce que tu deviens. Il a commencé par tenir un journal. Un cahier où, chaque jour, il couchait ses idées, ses erreurs, ses décisions. Bien plus tard, devenu l'un des mentors les plus écoutés de sa génération, il répétait que ce cahier valait plus que son premier salaire. Pourquoi le papier possède-t-il un tel pouvoir? Voici ce qui est fascinant. Une pensée qui reste dans la tête appartient au brouillard. Elle vient, elle repart, elle se mélange aux peurs du moment. Une pensée écrite devient un objet du monde. Elle existe. Elle te regarde. Elle ne peut plus prétendre être autre chose. Voilà pourquoi le géant de l'acier exigeait des objectifs couchés sur papier, et non des rêves entretenus dans la tête. Et puis, il y a la troisième. Celle que tu attendais. Avant de te la donner, réponds à une question avec honnêteté. Qu'est-ce qui sépare, 5 ans plus tard, 2 personnes parties exactement du même endroit? Nightingale avait ses propres observations, et sa réponse était brutale. L'une a continué d'apprendre délibérément, l'autre a cessé d'apprendre le jour même où on a cessé de l'y obliger.
Pense-y une seconde. Depuis la fin de tes études, quand as-tu pour la dernière fois étudié quelque chose une heure entière, de ton plein gré, sans devoir, sans examen, juste pour devenir quelqu'un de plus capable? Si la question te met mal à l'aise, c'est le signal le plus précieux de ta journée. La troisième habitude, la voici, 1 heure d'études personnelles par jour. 1 heure où tu nourris ton esprit comme un athlète nourrit son corps. Nightingale en faisait le calcul avec une précision froide. 1 heure par jour, 7 heures par semaine. En une seule année, cela représente des centaines d'heures de formation ciblée, davantage que bien des parcours scolaires complets. Et en 5 ans, concluait-il, on peut devenir une référence dans presque n'importe quel domaine. C'est précisément pour cela que presque tout le monde la refuse. Pas de spectacle, pas d'applaudissements, pas de résultats visibles avant des semaines. Seulement un homme ou une femme, seul, avec un livre, un cahier ou une leçon, en train de fabriquer des racines dans le noir. Maintenant, voici exactement comment vivre ces 30 jours. Ne survole pas cette partie. C'est ici que les résolutions deviennent des machines. Commence par le protocole de la première heure. Ce soir, avant de dormir, mets ton téléphone en charge loin de ton lit. De préférence dans une autre pièce. S'il te sert de réveil, achète un réveil. C'est l'investissement au meilleur rendement de ta vie, et il coûte moins cher qu'un repas dehors. Demain matin, quand l'alarme sonne, ne négocie pas avec le bouton répétition. Lève-toi. L'ordre compte. Verre d'eau d'abord, lumière du jour ensuite, même à travers une fenêtre. Puis assieds-toi, 10 minutes, sans rien consommer du tout. Pas de nouvelles, pas de messages, pas de réseau. La règle est simple, aucune entrée avant une sortie. Tu ne laisses entrer aucune voix extérieure avant d'avoir fait sortir la tienne. Pendant ces 10 minutes, pose-toi une seule question. Qu'est-ce qui ferait de cette journée une victoire? Une seule réponse, précise, décidez-la, pendant que le monde dort encore. Écris-la. Ta journée vient de recevoir une direction au lieu d'en subir 20. Et précision importante, personne ne t'impose de te lever à 4 heures du matin. La première heure n'est pas une question d'horloge, c'est une question de souveraineté. Que tu te lèves à 5 heures, à 7 heures, ou en fin d'après-midi parce que tu travailles de nuit, le principe demeure. La première heure d'éveil t'appartient, ou elle appartient au monde entier. Passe ensuite au protocole de la page. Place un cahier là où se prépare ton café du matin, de façon à ne pas pouvoir le manquer. Chaque jour, 3 actes, pas plus. D'abord, vide les bruits, 3 ou 4 lignes de tout ce qui tourne, inquiétude, facture, tension. Ne juge rien, c'est l'arrachage des mauvaises herbes. Ensuite, réécris ton objectif principal, celui de cette phase de ta vie, au présent, à la première personne, comme s'il était déjà en cours. Non pas je veux, mais je construis, je deviens, je suis en train de. Le subconscient est un jardin qui résiste aux supplications. On ne le convainc pas avec des demandes, on le plante avec des descriptions répétées. Enfin, troisième acte, le film de 90 secondes. Ferme les yeux et joue mentalement une scène unique, un fragment de la vie vers laquelle tu avances. Le détail est la clé, l'endroit, la lumière, quelqu'un qui entre dans la pièce, ce qu'il te dit, l'odeur de l'instant. Plus la scène est précise, plus ton esprit, qui déteste l'écart entre l'image qu'on lui tient et la réalité, se met discrètement au travail pour refermer cet écart. Tu ne verras rien pendant une semaine. Puis des choses étranges commenceront. Une décision prise sans effort, une idée au bon moment, une opportunité que tu aurais ratée l'année passée et que tu reconnais instantanément. Reste le protocole de l'heure de construction. Choisis un seul domaine. Un seul. Celui qui, amélioré de 20%, modifierait le plus ta situation. Bloque 60 minutes à heure fixe dans ta journée, le même rendez-vous chaque jour, celui que tu honorerais avec la personne la plus importante de ta vie. Le contenu, un livre sérieux de ton domaine, un cours, ou une compétence que tu pratiques vraiment. 20 pages suffisent si tu lis. Et voici la règle d'or, une idée par jour, appliquée le jour même. Pas demain. Aujourd'hui, dans un vrai geste, fût-il minuscule. Un bâtisseur applique l'idée tout de suite, un collectionneur l'empile dans une pile que personne ne rouvrira. Il existe une loi non écrite de l'apprentissage. Une idée non utilisée dans les 24 heures retourne à la bibliothèque du monde et va se proposer à quelqu'un d'autre. Et si ta journée t'oblige à conduire ou à prendre le bus, ton véhicule est une université roulante. Remplace les bruits d'habitude par une leçon. Autour de toi, on croira que tu as simplement changé de station. Tu auras changé de trajectoire. Maintenant, la mécanique des 30 jours, parce que c'est là que tout le monde échoue, et que toi tu vas réussir. Dessine un calendrier simple, 30 cases. Chaque jour où tu tiens les 3 habitudes, tu barres la case d'un grand signe au marqueur. 2 règles absolues. D'abord, la chaîne ne se brise jamais sans plan de secours. Si un jour tu dérèles et cela arrivera, tu es humain. Il y aura un enfant malade, un imprévu, une fatigue, alors une seule règle s'impose. Jamais 2 jours d'affilée. Un écart est un accident.
2 écarts sont le début d'une retraite. Ensuite, prépare ta veille le soir même. Cahier ouvert, stylo posé, livre choisi, verre d'eau prêt. Les victoires du matin se gagnent la nuit d'avant, exactement comme le capitaine vérifie son navire au coucher du soleil et non à l'aube de la tempête. Voici maintenant la carte du terrain, pour que rien ne te surprenne. Jour 1 à 3, lune de miel. Tout est facile, tout est excitant, ne t'y fie pas. Jour 4 à 8, la résistance arrive. Ton esprit te murmurera que tu peux sauter juste aujourd'hui, que tu rattraperas. C'est la voix du pilote automatique qui défend son ancien territoire. Jour 9 à 13, le désert. Aucun résultat visible, l'enthousiasme est mort, tout en toi réclame d'abandonner. C'est là, exactement là, que meurent presque toutes les transformations. Retiens une chose qui changera tout dans ces jours-là. Le désert n'est pas la preuve que ça ne marche pas, c'est la preuve que les racines sont en train de se décider. Jour 14 à 20, le second souffle. Tu remarqueras des signes étranges, un calme inhabituel au réveil, des idées qui arrivent sans avoir été cherchées, une autorité tranquille quand tu parles. Jour 21 à 30, quelque chose de plus profond survient. Les habitudes cessent d'être des actions que tu fais et commencent à devenir quelqu'un que tu es. Et c'est précisément à cela que ressemble, vu de l'intérieur, une vie qui bascule. Chaque dimanche, 10 minutes, un petit audit par écrit. Qu'est-ce que j'ai fait de mieux cette semaine? Où ai-je dévié? Que vais-je corriger la semaine prochaine? 10 minutes qui redressent la trajectoire. Souviens-toi de l'avion qui relie deux grandes villes. Il passe l'essentiel du voyage légèrement hors de sa route, et il atterrit pourtant au bon endroit, parce qu'à bord, on corrige en permanence. Les gens qui ratent leur vie ne ratent pas parce qu'ils dévient. Tout le monde dévie. Ils ratent parce que personne, à leur bord, ne corrige. Et maintenant, écoute bien, parce que nous arrivons là où tout cela mène. Imagine le matin du 30e jour. Tu ouvres les yeux avant l'alarme. Cela s'est produit tout seul, vers le 24e jour, comme si ton corps avait compris avant toi que quelque chose valait la peine d'être attendu. La maison est silencieuse. Sur la table, ton cahier, plus épais, le dos fatigué, l'encre qui a changé de couleur à mi-parcours, 30 pages qui n'existaient pas il y a un mois. À côté, un livre que tu as vraiment lu, corné, souligné, habité. Pendant 30 matins, ton premier regard n'est allé à personne d'autre qu'à ta propre vie. Et voici ce que tu vas découvrir en te levant ce matin-là. Les circonstances extérieures ont à peine bougé. Le même travail. Les mêmes murs. Mais toi, tu as changé de catégorie. Tu es devenu quelqu'un qui tient parole à quelqu'un d'important. À toi. Et cette seule donnée modifie tout le reste. Parce qu'on ne peut pas bâtir une grande vie avec quelqu'un tant qui on n'a pas confiance, surtout quand ce quelqu'un, c'est soi-même. Donne encore 30 matins de plus, et tu le verras, le monde commencera à te répondre autrement. Les gens sauront moins bien pourquoi ils t'écoutent quand tu parles. La réalité met toujours un peu de temps à s'aligner sur l'intérieur. Elle suit à distance, mais elle finit toujours par rejoindre celui qui marche droit. Le 1er septembre arrive dans 30 jours, que tu le veuilles ou non. Ce matin-là, tu te réveilleras de toute façon. Ces 30 jours passeront de toute façon. La seule question, la seule, c'est celle-ci. Quand tu croiseras ton reflet ce matin-là, qui te regardera en face? Quelqu'un qui a, une fois de plus, attendu que la vie commence? Ou quelqu'un qui a commencé? On ne change pas une vie. On change un matin. Puis on recommence 30 fois.